Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat semble vous ignorer délibérément, presque par défi, juste après avoir fait une bêtise? Vous avez essayé de le corriger, mais le mauvais comportement persiste, qu'il s'agisse de griffer le canapé, de mâchouiller les câbles, ou de grimper là où il ne devrait pas. Aujourd'hui à MiaoTube, nous abordons un problème fondamental qui génère une profonde frustration dans la coexistence entre l'homme et le chat, la punition. Nous allons démanteler et démystifier ces idées reçues et expliquer pourquoi les méthodes punitives traditionnelles non seulement échouent, mais sont contre-productives. Bienvenue sur MiaoTube, la chaîne des cat lovers. Partie 1. Psychologie féline. Pourquoi les punitions traditionnelles échouent? Commençons par comprendre la vérité fondamentale concernant la punition chez le chat. Le concept de punir un chat pour un comportement indésirable est, en soi, une erreur fondamentale, une projection anthropomorphique de notre psychologie sociale sur une espèce dotée d'un système cognitif et social radicalement différent. Le chat domestique, Felis catus, provient d'un ancêtre fondamentalement solitaire, le Felis libica ou chat libyen. Leur domestication, ou plus précisément leur commensalisme, fut un processus d'autosélection. Les chats s'approchèrent des établissements humains non pour nous servir, mais pour chasser les rongeurs attirés par nos réserves de céréales. Leur structure sociale n'est pas hiérarchique, mais territoriale. Un chat ne nous perçoit pas comme son maître ou son chef. Au mieux, il nous considère comme un père non hostile, une source fiable de ressources, ou peut-être une figure maternelle de substitution. La notion de décevoir une figure d'autorité lui est étrangère. Par conséquent, lorsque nous punissons un chat en espérant qu'il comprenne une norme sociale qu'il a enfreinte, nous utilisons un langage qu'il est cognitivement incapable de comprendre. Le chat ne recherche pas notre approbation sociale, il recherche sa propre sécurité, son confort et sa stimulation. Alors pourquoi notre chat se comporte-t-il mal? La réponse est simple, il ne se comporte pas mal, il n'y a aucune méchanceté dans ses actions. Le chat ne griffe pas le canapé par vengeance parce que vous étiez en retard, et il n'urine pas sur votre lit pour vous embêter. Ce sont des interprétations humaines, qui ont les comportements que nous qualifions de mauvais sont invariablement la manifestation de besoins non satisfaits ou d'instincts incontrôlables. On peut regrouper les causes profondes en 3 grandes catégories. Première raison, l'ennui. Le chat est un prédateur crépusculaire, façonné par des millions d'années d'évolution pour un cycle d'activités précis. Traquer, poursuivre, attraper, tuer et manger. Dans un appartement aseptisé où la nourriture apparaît comme par magie dans une gamelle et où l'environnement reste immuable, cette énergie cognitive et physique ne trouve aucun exutoire. L'ennui chronique engendre la frustration et la frustration conduit à des comportements détournés. Mâchouiller les câbles n'est pas de la malice, mais une exploration tactile. Les faire tomber des objets des étagères est une tentative désespérée d'interagir avec un environnement inerte. Courir après nos chevilles est la seule proie mobile à portée de main. Deuxième raison, le stress ou la peur. Le chat est une créature néophobe, c'est-à-dire qu'il est instinctivement méfiant de la nouveauté et extrêmement sensible à la stabilité de leur territoire. Un changement de litière, l'arrivée de nouveaux meubles, des bruits de chantier à proximité, la présence d'un chat inconnu à la fenêtre, ou même une modification de nos horaires de travail peuvent générer une anxiété intense. Comment un chat manifeste-t-il son stress? Par des comportements qui, de son point de vue, renforcent son sentiment de sécurité. Le marquage urinaire n'est pas un problème d'hygiène, quoique c'est un signal territorial désespéré pour dire « ceci est mon espace sûr ». Les griffures verticales excessives sur les encadrements de portes constituent également un marquage visuel et olfactif. Une agressivité soudaine est généralement une réaction à la peur ou à une surstimulation qu'il ne sait pas gérer. Troisième raison, l'instinct. Certains comportements sont inaliénables chez un animal car ils font partie intégrante de son identité biologique. Le fait de faire ses griffes en est un parfait exemple. Le chat a besoin de faire ses griffes. Il ne le fait pas pour détruire le canapé. Il le fait pour entretenir ses griffes en enlevant les vieilles protections, pour étirer pleinement sa colonne vertébrale et ses muscles, essentiels pour un prédateur à l'affût, et surtout pour marquer son territoire. Sur les coussinets de ses pattes contiennent des glandes odorantes qui y déposent des formésaphores, des phéromones, créant ainsi un signal de propriété qui lui procure un sentiment de sécurité. Demander à un chat de ne pas faire ses griffes, c'est comme demander de ne pas nous étirer le matin.
Grimper en hauteur n'est pas de la désobéissance, c'est le besoin instinctif de contrôler son territoire depuis un point d'observation sûr, un vestige de son instinct de surveillance des proies et des prédateurs. Nous en arrivons ici à la grande erreur méthodologique. La punition appliquée après le fait, imaginons que nous rentrions à la maison et constatons que le chat a détruit un coussin. Il dort, probablement paisiblement dans une autre pièce. Si nous allons le chercher, l'emmenons sur les lieux du crime et le grondons ou lui tapotons le nez. Ah, nous avons échoué. Les neurosciences de l'association féline sont formelles. Pour qu'un chat associe une conséquence, la punition, à une action, détruire le coussin, la conséquence doit survenir au moment précis de l'action, idéalement en moins de 2 ou 3 secondes. Si 5 minutes ou 1 heure se sont écoulées, le chat est cognitivement incapable d'établir le lien de causalité. Dans le scénario décrit, le chat n'apprend pas « je ne dois pas détruire les coussins ». Il apprend plutôt « mon humain, dès son retour à la maison, devient imprévisible, agressif et dangereux sans raison apparente ». Le résultat n'est pas la correction du comportement, mais l'érosion du lien affectif, l'apparition d'une peur envers le maître et une augmentation du stress général, ce qui, paradoxalement, peut engendrer des comportements destructeurs comme exutoire à cette nouvelle anxiété. Pour être parfaitement clair en pratique, il est essentiel d'établir 3 règles fondamentales à ne jamais suivre lorsqu'on tente de corriger un chat. Ce sont des limites éthiques et pratiques qu'il ne faut absolument pas franchir, car cela ne peut qu'entraîner des dommages psychologiques et une rupture du lien affectif. Premier jamais, jamais. La violence physique. Cela inclut toute forme d'agression, les coups bien sûr, mais aussi les petites tapes sur le nez, les secousses, particulièrement dangereuses, ou les rattrapages par la peau du cou. Chez le chat, la confrontation physique directe est un dernier recours, désespéré et extrême. Elle est réservée à la légitime défense ou aux conflits territoriaux les plus violents. Lorsqu'un être humain, qu'un un géant 15 fois plus grand, initie un contact physique agressif, le chat ne l'interprète pas comme une correction, mais comme une menace mortelle. Sa réaction biologique est la hâte et la terreur. Le chat n'en tire pas de leçon. Il apprend que son maître est une source de douleur et de danger. Cela peut engendrer 2 conséquences pathologiques. L'agression défensive, le chat qui feule, mord ou griffe lorsqu'on le caresse car il anticipe un coup, ou l'impuissance acquise, un animal apathique, chroniquement stressé et vivant dans la peur. Deuxième, jamais, que mon pâté social, crier ou utiliser leur nom en vain. L'ouïe d'un chat est infiniment plus fine que celle d'un humain. Un cri n'est pas seulement désagréable, il est physiquement douloureux et terrifiant. Mais l'erreur la plus grave est la pollution sonore liée à son identité même, son nom. Le nom d'un chat, Simba, Luna, Mochi, devrait être synonyme de positivité absolue. Il devrait être associé exclusivement à des expériences agréables. La nourriture, le jeu, les caresses, être appelé pour une bonne raison. Lorsque le chat griffe le canapé et que l'humain crie « Simba, non », nous créons une association toxique. Simba apprend que le son « Simba » précède une expérience terrifiante, le cri. Conséquence directe, le chat cessera de répondre à l'appel. Nous gaspillons un outil de communication et de sécurité essentiel. Le chat n'associe pas seulement son nom à quelque chose de négatif, mais il risque de généraliser cette association à notre voix, devenant méfiant dès que nous lui parlons d'un ton qui n'est pas parfaitement doux. Troisième, jamais. L'utilisation d'un jet d'eau. Nombreux sont ceux qui défendent cette méthode, affirmant qu'elle fonctionne. Et il est vrai que le chat cesse immédiatement ce comportement. Mais il est crucial de comprendre pourquoi cela l'arrête. Non pas parce qu'il a appris que griffer le canapé est un mal, mais pour 2 raisons. Le sifflement du vaporisateur imite le cri d'un serpent ou d'un autre chat agressif, déclenchant une réaction de menace. De plus, la sensation de l'eau est universellement désagréable pour lui. Il s'agit, en substance, d'une punition basée sur la surprise et l'aversion. Le problème fondamental réside dans l'association. Qui tient le vaporisateur ? L'humain. Le chat n'apprend pas, le canapé est désagréable. Il apprend « Mon humain, de façon imprévisible, m'attaque avec un bruit menaçant et de l'eau froide quand je suis près du canapé. » La preuve de cet échec est flagrante. Le chat attendra simplement que l'humain soit parti pour griffer à nouveau le canapé. Nous n'avons pas résolu le problème de l'instinct de griffer. Nous avons seulement appris au chat à être plus discret. Le véritable dommage, cependant, est la rupture du lien affectif. Le chat, qui devrait considérer son maître comme la source ultime de sécurité et de réconfort,
doit désormais être en état d'alerte constante, guettant le moindre signe de malaise de la part de ce même maître. Ceci engendre un état d'anxiété latente permanent, profondément préjudiciable au bien-être de l'animal. Nous avons déjà expliqué pourquoi les méthodes punitives traditionnelles non seulement échouent, mais détruisent activement le lien avec votre chat. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut jamais faire, il est temps d'apprendre des solutions proactives. Si cette analyse approfondie vous a éclairé et que vous souhaitez construire une relation basée sur le respect et non sur la peur, nous vous invitons à vous abonner à MiaoTube pour continuer à explorer le monde félin. Partie 2. La meilleure punition est la prevention ou la prévention. Donc comment prévenir les mauvais comportements? La meilleure punition, si l'on peut employer cette terminologie, est celle qui n'est jamais nécessaire. Une stratégie proactive de modification de l'environnement est la pierre angulaire d'une coexistence réussie. Stratégie numéro 1. Enrichissement de l'environnement. Ce terme technique n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique. Il désigne le processus d'adaptation de l'environnement domestique, intrinsèquement pauvre et stérile pour un prédateur, ou afin de satisfaire les besoins éthologiques spéciaux du chat. Un environnement enrichi prévient l'apparition de comportements indésirables en canalisant les instincts, gratter, grimper, chasser, vers des objectifs acceptables, éliminant ainsi l'ennui et réduisant le stress. Les deux principales causes des mauvais comportements évoqués dans la première partie. Si nous ne fournissons pas au chat un exutoire légitime à son instinct, il en trouvera un par lui-même et cet exutoire risque d'entrer en conflit avec les règles de la maison. Abordons le conflit le plus courant, les rayures sur les meubles. Comme nous l'avons établi, le chat a besoin de griffer. La solution n'est donc pas d'empêcher les chats de griffer, mais de leur proposer un griffoir plus pratique que notre canapé. C'est là qu'intervient la science du griffoir idéal. L'erreur de nombreux propriétaires de chats est d'acheter un griffoir inadapté. Pour être efficace, un griffoir doit répondre à 3 critères essentiels. Premièrement, la stabilité. Il doit être parfaitement solide. Un griffoir qui vacille ou se renverse dès la première utilisation est perçu comme dangereux par le chat, qui l'abandonnera immédiatement. L'animal doit pouvoir s'y appuyer de tout son poids en toute confiance. Deuxièmement, la hauteur. Il doit être suffisamment haut pour permettre au chat de s'étirer complètement. Pour un chat adulte de taille moyenne, il faut compter au minimum 80 à 90 cm de surface à griffer. Les griffoirs bas qui obligent le chat à se courber ne répondent pas à son besoin ergonomique d'étirement musculaire. Troisièmement, le matériau. La surface doit être agréable. Le sisal tissé, corde ou tapis, est la référence absolue car il offre une résistance parfaite pour l'entretien des clous, contrairement aux tissus de tapis doux qui peuvent les accrocher. Cependant, le facteur le plus important pour la réussite d'un griffoir est son emplacement. Une erreur fréquente consiste à le cacher dans une pièce du fond ou au sous-sol pour qu'il ne gêne pas. Or, cela revient à ignorer la fonction première du griffage, le marquage territorial. Les chats font leurs griffes dans des zones visibles et de passage pour y laisser leur signal visuel et olfactif. Par conséquent, le griffoir doit être placé de manière à être visible où le chat a besoin de marquer son territoire. Au début, placez le griffoir juste à côté du meuble qu'il utilise. Si c'est le canapé, fixez le griffoir dans un coin. Une fois qu'il l'utilise régulièrement, déplacez-le progressivement, de quelques centimètres par jour, vers un endroit plus accessible à proximité. Pour l'inciter à l'utiliser, vous pouvez y frotter de l'herbe à chat ou utiliser des jouets à canne pour l'encourager à faire ses griffes. L'objectif est de faire du griffoir l'élément le plus attrayant et le plus visible de son environnement. Considérons maintenant le problème des câbles mordus. Ce comportement est généralement motivé par l'ennui, l'exploration dentaire, surtout chez les jeunes chats, ou, dans certains cas, la piqua. La prévention repose ici uniquement sur l'aménagement de l'environnement. Il existe des solutions physiques directes, comme les protège-câbles ou les gaines enroulées, qui créent une barrière physique. Pour les cas plus persistants, on peut utiliser des répulsifs gustatifs, tels que des sprays amers non toxiques conçus pour les animaux. Il est essentiel de comprendre que ce spray s'applique sur l'objet, le câble, et non sur l'animal. Le chat apprend ainsi que l'objet a un goût désagréable, une association directe et efficace qui n'implique pas le maître et ne génère pas de peur. La solution la plus simple consiste bien sûr à limiter l'accès. Débrancher les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés et utiliser des goulottes de gestion des câbles pour dissimuler les multiprises.
Un autre comportement conflictuel courant est l'accès aux zones indésirables comme le plan de travail de la cuisine ou un bureau. Il faut se rappeler l'instinct vertical du chat. Il recherche la hauteur pour contrôler son territoire et se sentir en sécurité. Si le seul point haut attrayant de la pièce est le plan de travail, le chat l'utilisera. La solution n'est donc pas de punir le chat pour avoir grimpé, mais de lui offrir une alternative verticale plus attrayante. C'est ce qu'on appelle verticaliser l'espace. Installer des étagères murales dédiées, libérer le dessus d'une bibliothèque ou, idéalement, acquérir un arbre à chat à plusieurs niveaux résout ce problème à la source. Ces arbres ou structures doivent être placés à des endroits stratégiques, comme près d'une fenêtre, offrant ainsi au chat un véritable écran géant, source inépuisable de stimulation visuelle, ou dans la même pièce où le comportement problématique se manifeste, lui offrant un point de vue plus élevé que la zone interdite. En lui proposant une alternative acceptable, son arbre à chat, l'interdiction, le plan de travail, perd de son importance. Stratégie numéro 2, jouer avec votre chat. À l'origine de nombreux problèmes d'ennui et de comportements destructeurs se cache un manque d'activité physique. C'est là que la responsabilité du parent ou de l'aidant prend tout son sens, le jeu interactif. Ce jeu n'est pas un caprice. Il s'agit de la simulation de la chasse, un besoin biologique fondamental. 15 minutes de jeu structuré par jour peuvent transformer radicalement le comportement d'un chat. On ne parle pas de jeter une souris en peluche par terre, on parle de jeu interactif. Utilisez des jouets de type Kakina Milaka et jeux au canne à pêche, un bâton avec une ficelle et un leurre. Ce type de jouet permet de simuler le mouvement d'une proie, un oiseau en vol, un insecte caché derrière un meuble. Car il faut laisser le chat compléter le cycle de chasse, l'approche, la poursuite et, surtout, la capture. Empêcher le chat d'attraper le jouet, comme en utilisant exclusivement un pointeur laser, engendre une grande frustration. La séance de jeu doit lui permettre de faire plusieurs tentatives pour attraper en pied le jouet et se terminer lorsqu'il y parvient enfin. Idéalement, cette séance devrait se conclure par un repas ou une friandise. Cela boucle le cycle biologique, chasser, tuer, manger, et procure une profonde satisfaction chimique au chat, réduisant considérablement son anxiété et son énergie débordante redirigée vers les meubles ou les câbles. Stratégie numéro 3. Anticiper la catastrophe. En définitive, la stratégie préventive la plus efficace consiste à anticiper les problèmes, ou tout simplement à adapter l'environnement. Cela implique d'accepter la nature féline et d'adapter notre espace de vie. Franchement, il est plus facile de modifier l'environnement que d'essayer de rééduquer un instinct ancestral. Si le chat ronge les plantes, la solution est de les retirer. De nombreuses plantes d'intérieur courantes, comme les iris ou les philodendrons, sont également très toxiques. Il convient de les retirer ou de les placer dans des endroits inaccessibles, tout en proposant des alternatives sans danger comme l'herbe à chat. Si le chat fait tomber des objets fragiles des étagères, que ce soit par curiosité ou pour attirer l'attention, il faut les ranger. Fixer les objets de valeur avec de la pâte adhésive de qualité muséale, ou simplement accepter qu'une maison avec un chat prédateur ne peut pas contenir d'objets délicats à portée de main, fait partie des responsabilités d'un propriétaire d'animal de compagnie. Cette philosophie de adaptation de l'environnement élimine les risques de comportements indésirables. Au lieu de créer un conflit constant avec l'animal, on supprime la source de friction. Cette proactivité est la meilleure forme de soin et la seule qui garantisse une coexistence harmonieuse sur le long terme. Vous connaissez désormais les stratégies de prévention. Vous savez comment l'enrichissement du milieu, un griffoir adapté et le jeu interactif permettent d'éliminer le problème à la source. Si ce guide sur la prévention des conflits vous a été utile, nous vous serions reconnaissants de le partager. Un simple like suffit. C'est la meilleure façon de soutenir la création de contenus rigoureux et éthiques sur le comportement félin. Partie 3. Donc la méthode correcte, comment corriger sur le champ. Pour que la correction soit efficace, elle doit respecter une règle dorée. Un principe temporel immuable détermine le succès ou l'échec absolu de notre intervention. Nous devons surprendre le chat en flagrant délit. La fenêtre d'association causale dans le cerveau félin, comme nous l'avons mentionné, est extrêmement courte. Si le comportement indésirable, par exemple griffer le canapé, s'est produit et que le chat s'est déjà éloigné, il est trop tard. Si plus de 5 secondes se sont écoulées, toute intervention sera interprétée comme une agression gratuite de notre part.
Le cerveau du chat ne fera pas le lien entre notre action et la sienne. Par conséquent, comme toute la stratégie de correction que nous allons détailler ci-dessous repose sur une vigilance constante et une réaction immédiate, dès l'apparition du comportement indésirable. Si nous avons réussi à respecter la règle d'or, nous appliquerons la première technique, l'interruption. Il s'agit là de la réprimande efficace. Son but n'est pas d'effrayer, mais de détourner l'attention. L'objectif est d'utiliser un son dissuasif suffisamment surprenant pour interrompre l'action, mais qui ne nous soit pas attribuable. C'est là que réside la nuance la plus importante. Nous ne devons ni crier, ni utiliser notre voix. L'interruption doit être impersonnelle. Un st fermé sec, imitant le grognement d'un animal, un signal d'avertissement universel, un claquement de main bref et sonore, ou même un coup sec sur une table voisine. Le son doit être court et sec. Surtout, au moment où nous produisons ce son, nous ne devons pas regarder le chat. Nous devons faire semblant d'être préoccupés par autre chose, comme si le son émanait de l'univers lui-même ou, mieux encore, de l'objet qui était endommagé. L'objectif psychologique de cette technique est fondamental. Le chat doit associer l'acte, griffer le canapé, et non la personne qui s'en occupe, à une conséquence immédiate et légèrement désagréable. Si le chat nous regarde et nous voit crier, il apprend. Mon humain est dangereux quand je suis près du canapé. Si le chat gratte, entend un st soudain et agaçant, mais nous voit regarder par la fenêtre, il apprend. Ce canapé fait parfois un bruit horrible quand je le griffe. Nous avons créé un stimulus aversif non social. Là, le chat commence à percevoir l'objet interdit comme intrinsèquement désagréable ou imprévisible, tandis que nous restons une source constante de sécurité. Cette dissociation entre le soignant et la correction est essentielle pour préserver le lien. Immédiatement après l'interruption réussie, technique 1, le chat s'arrêtera et sera momentanément en état d'alerte, cherchant la source du dérangement. À ce moment précis, nous devons appliquer la technique 2. Redirection. C'est de loin l'étape la plus négligée et pourtant la plus constructive. Interrompre ne fait que communiquer un non. Or, le chat a toujours un besoin biologique à satisfaire, le besoin de faire ses griffes dans notre exemple. Si nous nous contentons d'interrompre, la frustration liée à cet instinct non résolu s'accumule, et le chat recommencera plus tard ou trouvera un autre objet inadapté. La redirection, quant à elle, lui permet d'obtenir un oui. Juste après le chut, il faut guider le chat vers l'alternative appropriée. Il convient de le faire calmement et positivement. On peut l'appeler doucement, cette fois en utilisant son nom d'une voix douce, vers le griffoir, qui, comme nous l'avons vu dans la partie 2, est idéalement situé. On peut prendre son jouet préféré et faire semblant de jouer avec lui sur le griffoir. L'objectif est de détourner son attention de l'objet interdit vers celui qui lui est autorisé. Si nous parvenons à l'amener à faire ses griffes, même légèrement, sur le griffoir, nous avons posé les bases d'une relation réussie. Nous sommes en train de modifier activement ses habitudes comportementales et en lui apprenant un moyen acceptable d'exprimer son instinct. Que se passe-t-il maintenant lorsque le comportement indésirable est dirigé vers nous, comme des jeux brusques, des morsures ou des griffures sur les mains? C'est là que nous appliquons la technique 3, la seule punition que les chats comprennent instinctivement et qui soit éthiquement irréprochable, le retrait de l'attention. En termes comportementaux, on parle de punition négative, ce qui ne signifie pas mauvais, mais implique plutôt un retrait négatif de quelque chose de désirable, notre attention, pour diminuer la probabilité d'un comportement. Le scénario classique est celui d'un chat ou d'un chaton qui joue avec nos mains et qui soudain mord trop fort. Au moment précis de la morsure douloureuse, il faut réagir. La réaction doit être à la fois vocale et physique. Vocalement, un « aïek » sec et ferme, mais pas un cri de terreur. Ce son imite le gémissement d'un autre chaton de la même portée, le signal félin universel qui signifie « tu es allé trop loin, ça fait mal ». Immédiatement après le « aïe », on applique la conséquence physique, un retrait complet. Si l'on est au sol, on se lève et on quitte la pièce. Si l'on est sur le canapé, on se lève et on tourne le dos au chat. La partie se termine instantanément et définitivement. Ceci nous amène au concept de mise à l'écart. Le chat, surtout s'il est jeune, cherche à interagir. En mordant, il obtient l'effet inverse, la disparition de son compagnon de jeu. Il faut alors l'ignorer complètement pendant une période de 5 à 10 minutes. Cela signifie ne plus le regarder, ne plus lui parler, à ne plus le toucher.
Pour un animal social qui recherche activement notre attention, cette indifférence soudaine constitue la punition la plus profonde et la plus claire qui soit. Elle ne génère ni peur ni agressivité, elle engendre la confusion et, par conséquent, l'apprentissage. Le chat apprend la corrélation directe. Jeu doux égale le jeu continue, morsure forte égale le jeu s'arrête. C'est un langage social qu'il comprend parfaitement. Enfin, aucune de ces techniques de correction ne serait complète sans son pendant qui scelle l'apprentissage. La technique 4, le renforcement positif. La modification comportementale ne se limite pas à l'élimination des comportements négatifs, il est bien plus important de développer activement les comportements positifs. Le cerveau félin, comme le cerveau humain, est programmé pour répéter les actions qui mènent à une récompense. Nous devons donc devenir des observateurs attentifs des bons comportements. Si nous avons redirigé le chat du canapé vers le griffoir, technique 2, et que le chat utilise le griffoir, nous devrions le récompenser immédiatement. Dès que ses griffes effleurent le scie sale, il faut le récompenser. Cela peut être une récompense de grande valeur, un morceau de poulet, une friandise lyophilisée, des félicitations enthousiastes, bravo, bon chat, ou une caresse si le chat apprécie. Le timing est tout aussi crucial ici que lors de l'interruption. La récompense doit être simultanée à l'acte souhaité. De même, si nous sommes en séance de jeu et que le chat joue sans mordre, en utilisant uniquement ses pattes sans griffes, nous devrions renforcer verbalement ce comportement pendant le jeu. Tu joues si bien. Si nous appliquons la technique 3, retrait d'attention, parce que le chat nous a mordu, et qu'après une pause, nous interagissons à nouveau et que cette fois-ci le chat joue doucement, nous devons récompenser ce jeu doux. Ce renforcement positif clôt le cycle d'apprentissage de la manière la plus efficace. Le chat apprend non seulement à éviter le canapé, qui émet un bruit désagréable, ou à ne pas mordre, ce qui fait fuir son humain, mais il apprend, et de façon bien plus significative, qu'utiliser le griffoir ou jouer doucement apporte d'excellentes conséquences. Nous créons une association positive et enthousiaste avec le bon comportement. C'est le seul moyen de garantir un changement de comportement durable, de fonder non pas sur la peur des représailles, mais sur le désir actif de la récompense et le renforcement du lien. Éduquer un chat n'est pas une punition, mais une question de communication, de patience et d'amour profond. C'est le véritable secret pour renforcer votre lien indéfectible. Partagez en commentaire votre expérience avec ces techniques et vos découvertes sur votre compagnon félin. Si vous appréciez cette approche respectueuse et souhaitez explorer davantage le monde fascinant des chats, abonnez-vous à MiaoTube pour ne manquer aucune vidéo de cette communauté. Si ce voyage vous a fasciné, rejoignez-nous pour percer le prochain grand mystère du règne félin.